Bienvenue dans cette nouvelle capsule, les freins qui nous empêchent de nous sentir bien en couple. Alors effectivement, même lorsqu'il y a une prise de conscience, c'est-à-dire que même lorsqu'à un moment donné, le couple comprend qu'il y a des choses qui ne vont pas, que ça ne fonctionne pas correctement, eh ben, il n'est pas toujours simple en fait de trouver ce qu'il y a à rectifier. Donc d'en prendre conscience, c'est déjà une première étape. Après, c'est de savoir quoi faire. C'est là effectivement où beaucoup de couples se trouvent malheureusement dans l'impasse, tout simplement parce qu'ils ont construit leur relation de couple sur des mauvaises fondations. En fait, pour comprendre les freins qui peuvent empêcher le couple de se sentir bien, il faut tout simplement comprendre le concept des blessures. Donc je vous rappelle, les blessures, il y en a 5 principales chez l'être humain. Vous avez la blessure de trahison, vous avez la blessure du rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Chaque blessure va donner lieu à un trait de caractère. Par exemple, quelqu'un qui a une blessure de trahison, c'est quelqu'un qui va être dans le contrôle. Celui qui a une blessure de rejet, c'est quelqu'un qui va être dans la fuite, qui ne va pas aimer donc affronter les situations, qui va plutôt préférer fuir. L'abandon, c'est quelqu'un qui va s'attacher énormément dans sa vie, s'attacher à l'autre, s'attacher aux événements, s'attacher au passé, s'attacher aux coutumes, etc. Toute forme d'attachement, ou bien matériel, etc. Toute forme d'attachement qui aura pour effet de se permettre à cette personne de se sentir sécurisée. C'est pour ça qu'une blessure d'abandon, l'ego met en place le masque donc de l'attachement. La blessure d'humiliation, c'est quelqu'un qui va être masochiste, hein, c'est-à-dire qu'il va trouver du plaisir plutôt dans la douleur lorsque les choses seront dures, compliquées. C'est vraiment ça que la personne va vouloir faire. Et la blessure d'injustice, c'est quelqu'un qui est carré dans sa vie, qui est rigide et qui a beaucoup de mal donc à lâcher prise. Parce qu'une blessure d'injustice, effectivement, c'est quelqu'un qui souvent a du mal à changer, à ouvrir son esprit parce que c'est quelqu'un qui reste campé sur ses positions. Alors, chacune de ces blessures, naturellement, constitue les fondations sur lesquelles donc vont s'appuyer les comportements de l'enfant une fois devenu adulte. Donc, c'est vraiment les blessures sont les piliers de votre personnalité. Ce sont vos blessures qui font qu'il ne vous est pas possible d'accepter certaines situations. À chaque fois que vous êtes face à une situation que vous avez du mal à accepter, hein, des situations qu'on a du mal à avaler, comme on dit des fois, eh bien, c'est tout simplement justement parce que c'est la blessure qui fait blocage, c'est la blessure qui nous empêche d'accepter ces situations. En fait, c'est une blessure de l'âme, donc c'est une blessure intérieure. Il faut vraiment la comparer comme une blessure physique, hein, pour comprendre comment elle fonctionne. Lorsque vous avez une plaie, par exemple, bien sûr qu'il n'est pas agréable de la soigner parce que lorsque vous allez le faire, ben, ça va faire encore plus mal, ça va piquer, hein, et c'est exactement le même cas pour une blessure de l'âme. À chaque fois que votre blessure va se réveiller et à chaque fois que vous allez vouloir travailler dessus, donc la soigner, ben, au début, ça va piquer davantage et c'est pour ça que souvent les gens préfèrent plutôt fuir, esquiver le soin de la blessure en espérant qu'elle va disparaître toute seule, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et lorsque vous ne faites pas le choix conscient de soigner une blessure, bah, malheureusement, elle va se réactiver encore et encore et encore jusqu'à la fin de vos jours, puisque tant que vous ne faites pas ce choix conscient, il n'est pas possible de guérir une blessure si vous ne le faites pas consciemment. Chaque événement que vous vivez en fait et qui est marqué émotionnellement, c'est-à-dire chaque événement de votre vie que vous vivez avec de fortes émotions, que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives, ces événements vont aller
se figer dans votre inconscient. Ils vont aller s'engrammer, ils vont aller s'enregistrer, hein. Moi, j'ai souvent tendance à expliquer l'inconscient comme le disque dur d'un ordinateur. Et bien, à chaque fois que vous allez vivre un moment de votre vie qui va être empreint d'émotions fortes, à ce moment-là, cet événement va aller s'enregistrer dans votre inconscient, donc sur votre disque dur en quelque sorte, et pour ensuite pouvoir tourner de façon automatique, puisqu'il sera encodé dans l'inconscient. Pour chaque événement similaire, donc admettons que vous viviez aujourd'hui un événement traumatisant, donc il va s'enregistrer automatiquement dans votre inconscient, donc l'événement auquel sera associée une émotion forte, donc par exemple négative dans le cas précis, et bien à chaque fois que vous allez revivre une expérience similaire, automatiquement, votre inconscient va rechercher dans le disque dur quelle est l'émotion qui est enregistrée en face de cet événement et il vous ramène ces émotions dans votre corps dans le moment présent. Un enfant, il faut savoir qu'un enfant, quand je parle d'enfant, c'est vraiment un jeune enfant entre 0 et 6 ans. En fait, un enfant entre 0 et 6 ans est une véritable éponge. En fait, l'enfant va, pour ainsi dire, croire que tout ce que vous lui dites est vrai, hein, puisque de toute façon, l'enfant n'a pas encore appris ce que c'était que le mensonge et il est ouvert à tout, il est, comme on dit, jeune et innocent et à ce moment-là, tout ce qui va arriver va entrer facilement dans son inconscient, va être imprégné dans son inconscient parce qu'il n'y aura aucun blocage de sa part, il y aura pour lui une croyance véritable. C'est pour ça qu'il faut être très prudent en tant qu'adulte lorsque vous interagissez avec des enfants en bas âge. Dites-vous bien que les enfants vous croient, surtout s'ils ont moins de 6 ans. Et à ce moment-là, donc, si vous leur dites des bêtises, comme vous avez dû entendre du genre si tu avales le noyau de ce fruit, il y a un arbre qui va pousser dans ton ventre, et bien rien qu'avec ça, moi je croisais des adultes qui effectivement ne peuvent plus manger de fruits, non pas seulement qu'ils ne veulent pas manger de fruits, mais ils ne peuvent pas manger de fruits parce que c'est engrammé dans leur inconscient que s'ils avalent un noyau, il y a un arbre qui va pousser dans leur ventre. Même si aujourd'hui adultes, ils savent que c'est faux, sauf que tant qu'ils ne vont pas changer l'encodage, donc tant qu'ils ne vont pas changer l'information dans l'inconscient, malheureusement, ces gens-là ne pourront jamais manger de fruits dans leur vie. Donc, lorsque vous êtes face à un enfant, vous pourriez par contre vous en servir positivement. Un enfant qui vient de tomber, par exemple, qui pleure et qui a mal à son genou, vous dites à cet enfant, alors attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, je vais prendre le mal, hop, 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 je le prends, et hop, ça y est, je l'ai jeté, c'est parti, il n'y en a plus. Voilà, juste des choses toutes bêtes comme ça. Ça y est, l'enfant, il a plus mal parce qu'il vous croit. Et selon le principe de la loi de l'attraction, vous savez que la loi de l'attraction fonctionne essentiellement sur le principe de la croyance. Donc si l'enfant vous croit, ça devient sa propre réalité, son mal disparaît instantanément, effectivement. Donc prenez-en conscience et soyez prudent lorsque vous êtes face à des enfants, parce que vous pouvez très bien les booster, comme vous pouvez effectivement les détruire pour une vie entière par rapport à ce qui va s'encoder dans leur inconscient. Un enfant, pour information, est toujours en état d'hypnose. Un adulte, on doit faire un exercice, hein, donc ralentir les fréquences cérébrales, etc., pour qu'un adulte passe en état d'hypnose, alors qu'un enfant, il est en permanence en état d'hypnose, c'est-à-dire qu'il accepte facilement les suggestions. Alors, revenons au couple. Lorsqu'un couple se forme, les blessures entrent donc en résonance, hein. C'est ce qui fait l'attirance du couple, hein. Le couple est attiré au départ énergétiquement, hein. Ce n'est pas une question cérébrale, parce que si on vous pose la question de ce qui s'est passé lorsque vous vous êtes senti attiré vers votre conjoint, vous n'allez pas pouvoir l'expliquer parce que c'est une attirance, donc c'est une énergie tout simplement, et c'est émotionnel. Donc lorsqu'un couple se forme, ce sont deux blessures qui entrent en résonance. Et à ce moment-là, le couple parfait vient de se créer, puisque les deux ont été attirés l'un vers l'autre, mais en fait, ce que les gens ne savent pas ou peu, c'est que le couple parfait, en fait, il est constitué d'une blessure et d'un déclencheur de la blessure.
Et ça va s'inverser, bien sûr, hein, puisque dans les deux cas, le couple parfait, c'est quelqu'un qui va être bien placé pour aller réveiller les blessures qu'il y a chez l'autre. Alors, je vous donne un exemple du réveil d'une blessure de rejet, par exemple, pendant l'enfance. Admettons que vous soyez petit et que vous alliez voir votre mère, par exemple, pour qu'elle vérifie vos devoirs. Mais votre maman, elle est occupée, elle est en train de faire la vaisselle ou la cuisine ou quoi que ce soit d'autre. Elle est occupée et elle vous dit tout simplement, écoute, là, je n'ai pas le temps, va voir ton père. Juste ça. Alors, je vous rappelle que en tant qu'énergie, être énergétique, en tant qu'âme, vous arrivez sur Terre, c'est-à-dire que le jour où vous vous incarnez, vous avez déjà ces blessures à l'intérieur de vous. Et d'ailleurs, vous avez choisi votre famille de naissance justement parce que votre famille, ce sont les gens les mieux placés pour réveiller ces blessures. Donc, juste ça, si vous avez donc une blessure de rejet, l'enfant va vivre ça comme un grand traumatisme. Il vient de se faire rejeter par sa maman. Alors que c'est quelque chose de banal, la mère de famille, je suis sûr qu'au bout de quelques jours, peut-être même quelques heures après, elle ne se souvient même plus de ce qui vient de se passer. Sauf que l'enfant, lui, il a vécu ça comme un traumatisme. Et juste ça, ça va amplifier la blessure du rejet chez l'enfant. Donc, un autre exemple aussi, c'est le réveil d'une blessure d'abandon, par exemple. Imaginez que un enfant soit en grande surface avec ses parents, et à un moment, ses parents, tout simplement, l'enfant a perdu ses parents. Donc, il est paumé dans la grande surface. Naturellement, quelqu'un passe par là, ramène l'enfant à la caisse centrale, on appelle les parents dans le micro, et puis ça y est, quelques instants après, les parents viennent chercher l'enfant. Et c'est pareil, c'est une petite anecdote qui peut être insignifiante pour les parents. Par contre, mettez-vous un instant à la place de l'enfant qui vit cela. Pendant un instant qui lui a paru d'ailleurs interminable, cet enfant s'est dit en lui-même inconsciemment, j'ai été abandonné. Mes parents, ceux qui me nourrissent, ceux qui me permettent de rester en vie, m'ont abandonné. Imaginez le traumatisme que ça provoque chez l'enfant. Et donc, une fois de plus, ce genre de blessure peut être réveillé avec quelque chose de tout à fait anodin pour le commun des mortels, mais par contre, pour l'enfant, ça peut être un gros traumatisme qui réveille sa blessure. Alors, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, hein, la vie est conçue comme ça, c'est-à-dire que de toute façon, les blessures doivent être réveillées pour qu'on en prenne conscience. Et c'est pour ça, effectivement, que notre famille est déjà, lorsqu'on arrive au monde, les premières personnes qui sont disposées, en fait, à réveiller inconsciemment nos blessures. Alors, un exemple de la réactivation, par exemple une blessure de rejet. Donc là, on vient de voir une activation de blessure de rejet pendant l'enfance. Une réactivation pourra se faire, par exemple, avec l'enfant qui aura grandi et qui, par exemple, est en train de jouer au foot avec ses amis dans un club ou quoi que ce soit. Et à un moment, sans faire exprès, donc il fait tomber quelqu'un d'autre. Et là, l'arbitre estime qu'il a fait exprès et le somme de sortir du terrain. Juste ça, c'est anodin, ce n'est qu'un jeu, bien sûr, en train de jouer au foot, ils sont en train de s'amuser, ce n'est pas sérieux, entre guillemets, sauf que l'enfant, à ce moment-là, ou l'adolescent, revit sa blessure de rejet qui se réveille une fois de plus. Il vient de se faire rejeter par un groupe, il vient de se faire rejeter par son équipe et à ce moment-là, sa blessure se réveille et on pourrait voir dans pareil cas des enfants qui entrent dans des colères pas possibles qu'on aurait du mal à comprendre. On pourrait se dire mais pourquoi il réagit comme ça? C'est tout simplement parce que sa blessure vient d'être réactivée et que ça le fait énormément souffrir. Alors, dans le couple, en fait, ça va être pareil, bien sûr, hein, il va y avoir cette activation de ces blessures. Dans le couple, en fait, chacun de nous, nous avons déjà en nous ce qu'il faut pour guérir nos propres blessures. Sauf que nous n'en sommes pas conscients. Et pour prendre conscience de cela, nous avons besoin
de le voir à travers l'autre. Le monde est votre miroir et tout ce qui va vous déranger chez l'autre, en fait, sont les problèmes que vous avez à régler chez vous. Donc, pour que vous puissiez guérir, il va falloir effectivement, vous allez inconsciemment chercher à trouver chez l'autre, en tout cas, ce qui est nécessaire pour vous soigner. L'autre devient alors votre trousse à pharmacie. L'autre est votre médicament. Quand certaines personnes disent, par exemple, « Quand tu es là, je me sens bien. Reste à mes côtés. » Ce qui est tout à fait honorable, on pourrait dire, au départ, pour une relation de couple, ce qui est normal. Sauf que, malheureusement, en vivant constamment ce type de situation, il va s'instaurer entre votre conjoint et vous un lien de dépendance. L'autre va devenir effectivement votre trousse à pharmacie, l'autre devient votre médicament et vous allez vous sentir bien à chaque fois que l'autre est présent. Sauf que cela amène donc cette dépendance qui fait que vous ne pourrez jamais vous sentir bien seul, vous aurez toujours besoin de l'autre pour vous sentir bien. Et c'est là qu'il apparaît un phénomène étrange en fait, parce que vous êtes face à une personne qui réveille vos blessures, donc qui vous fait mal. À ce moment-là, vous avez envie que cette personne disparaisse de votre vie, et en même temps, c'est quelqu'un qui est en train de vous apporter ce dont vous avez besoin, et donc qui endorme vos blessures. Et là, vous êtes donc dans cette situation étrange, justement, où les gens, en gros, se disent inconsciemment « Tu me fais mal, mais je veux que tu restes ». Et on voit cela, hein, des couples qui ont des relations très tendues, qui ne s'entendent absolument plus. Et s'il y en a un des deux qui projette de rompre la relation, l'autre se met dans des colères pas possibles parce qu'elle sait très bien inconsciemment que si cette relation est rompue, eh ben, elle n'a plus accès à son médicament. Donc en fait, on a besoin de l'autre pour calmer nos blessures et en même temps, l'autre réveille nos blessures. À ce moment-là, lorsqu'il se crée ce lien d'attachement, on a besoin de l'autre pour se sentir bien, mais en fait, on ne fait qu'endormir temporairement nos blessures, on ne règle rien du tout parce que l'autre ne pourra jamais soigner vos blessures. Vos blessures, vous êtes la seule et unique personne au monde à pouvoir les soigner parce que c'est un travail qui se fait sur soi, c'est une volonté qu'on doit avoir en soi et donc c'est quelque chose qui vient de nous et pas de l'autre. La majorité des gens confondent l'amour et l'attachement. Je rappelle que l'attachement, être attaché, est une forme de possessivité. L'amour se vit dans la liberté. Un être humain se sent bien lorsqu'il se sent libre. Dès lors qu'il s'attache, il entre dans un schéma de souffrance. Donc, l'attachement est tout à fait à l'opposé de l'amour et ça, il est bon de le faire savoir et de le répéter encore et encore et encore parce que c'est une énorme erreur que les gens vivent à ce jour en confondant effectivement les deux. L'amour, en fait, c'est qu'on est heureux que l'autre soit bien. Lorsqu'on aime l'autre, on est heureux qu'il soit bien. Ça, c'est l'amour. Par contre, la possessivité, c'est-à-dire l'attachement, en fait, c'est comme si on se disait « pourvu que nous soyons bien ». C'est ça qui compte. Je suis bien, donc ça va. Hein? Même si toi, tu te sacrifies pour moi, qu'importe, pourvu que moi, je sois bien. Et là, vous vous rendez compte, effectivement, que ce n'est pas une situation d'amour envers l'autre, mais c'est juste de l'égoïsme envers vous-même, donc, puisque vous cherchez uniquement à votre propre bonheur au détriment de l'autre. Donc, ce qui empêche le couple de se sentir bien, en fait, c'est qu'ils ne peuvent accepter que l'autre fasse quelque chose qui les dérange, eux, et ils estiment alors que c'est à l'autre de changer, alors que la blessure est en eux. C'est ça qui est vraiment extraordinaire et facile à comprendre, c'est que lorsque l'autre vous dérange, ce n'est pas à l'autre de changer, mais c'est à vous d'apprendre à l'accepter pour ne plus être dérangé. Donc, une blessure du rejet, par exemple, elle pourrait être réveillée par, cette fois, adulte. Donc, on en a vu enfant, on a vu adolescent dans le match de foot. Et maintenant, une blessure de rejet, par exemple, une fois adulte,
On va imaginer que le couple est invité à une soirée dansante, par exemple, et ils s'amusent bien entre eux, ils sont en train de danser entre eux, et cetera. Ça va très, très bien et à un moment, il y a un ami d'enfance de madame, par exemple, qui se présente, qui la reconnaît. Ils sont contents de se retrouver et cet ami d'enfance demande donc l'autorisation de danser un peu avec son ami et à ce moment-là, donc vous acceptez un petit peu peut-être par dépit, si vous êtes l'homme en tout cas et juste ça, juste quelque chose d'aussi simple que ça, ils pourraient danser ensemble juste le temps d'une chanson ou deux. Juste ça, pareil, si vous avez une blessure de rejet, eh ben, vous venez de vous sentir rejeté, on vient de vous rejeter, la blessure se réveille et là, vous pourriez rentrer dans des colères vraiment extrêmes parce qu'une fois de plus, la blessure qui se réveille fait mal et votre moyen pour avoir moins mal sur le champ hein, pendant le moment présent, c'est d'évacuer cette colère, donc c'est de crier éventuellement, donc toutes ces choses-là, et donc vous mettre en colère parce que la blessure fait mal. Donc, dès qu'une blessure, en fait, elle est réveillée en nous, c'est notre cerveau reptilien qui prend le dessus. Et le cerveau reptilien, il n'y a que deux options possibles pour lui. Lorsqu'il se sent donc attaqué, c'est-à-dire que sa sécurité est mise en danger, soit il va combattre, soit il va fuir. Ce sont les deux options du cerveau reptilien. Donc c'est soit la fuite, hein, j'en ai marre, je m'en vais, ou le combat, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, il faut que tu changes, etc. Voilà, donc ça c'est la réaction normale du cerveau reptilien. Donc en fait, le problème principal des couples, c'est ils se disent souvent « je souffre, pour que j'aille mieux, il faut que tu changes ». Et ça, vous allez l'entendre, même si ce n'est pas dit ouvertement, mais dans leur comportement, vous allez voir ça auprès de nombreux couples qui souffrent. Et c'est ça, en fait, les fondations de leur souffrance. Et c'est pour ça qu'ils ne pourront jamais trouver de solution tant qu'ils n'auront pas changé leur concept de la vie de couple, tant qu'ils partent du principe que c'est à l'autre de changer pour que eux aillent mieux. Malheureusement, ces gens-là sont dans une impasse puisque régulièrement, les blessures vont être sans cesse réveillées et la souffrance va revenir systématiquement. Et des gens qui décident donc, qui n'ont pas compris cette façon de fonctionner de la vie et qui décident de rompre quand même la relation pour en créer une nouvelle, malheureusement, les nouvelles relations vont suivre le même parcours et le couple va passer par les mêmes étapes que nous avons vues précédemment, qui est l'attirance, le réveil des blessures, etc., etc. Donc toutes ces étapes qui vont malheureusement ramener au même constat. Donc lorsque le couple ne s'en sort pas et qui donc ne comprend pas ce qu'il faut faire, mais ne désire pas non plus rompre la relation, ben à ce moment-là, les gens se mettent en fait pour masquer cette souffrance. Eh ben, ils finissent généralement soit par s'abrutir au travail, ils vont se mettre à fond dans un travail pour justement être le moins de temps possible avec son déclencheur de blessure, pour justement que l'autre ait le moins possible l'occasion de déclencher les blessures. Soit c'est un couple où chacun va chercher de nouvelles occupations. Voilà, donc tout ce qu'ils pourraient trouver comme solution pour éviter justement que l'autre ne déclenche les blessures, ce qui ramène souvent justement après un couple qui ne fait que vivre ensemble, mais qui ne partage plus rien, puisque chacun fait les choses de son côté pour éviter justement que les blessures ne soient réveillées. Donc vous avez bien compris que ce n'est pas du tout le schéma à mettre en place, parce qu'à ce moment-là, le couple n'évolue pas et chacun demeure avec ses propres blessures. Donc le problème reste entier à ce moment-là. Donc, sachez que les blessures font mal, bien sûr, elles font souffrir, mais en fait, les blessures sont nos sources d'évolution. Et nous allons voir comment transformer nos blessures en force, puisque nous avons vu que les blessures sont les piliers de notre personnalité, et bien comment utiliser nos blessures pour en faire une force. Et ça, nous le verrons dans la prochaine capsule dédiée
à ces relations de couple. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour mieux comprendre la relation que vous vivez avec votre conjoint et surtout pouvoir mettre en place des changements nécessaires pour vous aller vers cette démarche de vous découvrir, de découvrir ensemble cet amour inconditionnel. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.